Par une nuit calme, l'ancre d'un pétrolier se coince dans le flanc du navire de la garde côtière Blackthorn, le faisant couler. En l'espace de 3 minutes, 23 hommes sont tués. À 18h04, le 28 janvier 1980, la garde côtière américaine Blackthorn quitte le Gulf Tampa Dry Dock dans la baie de Tampa. Le Blackthorn appareille sous le commandement du lieutenant-commandant George Seppel. Ce jour-là, l'équipage a sorti le navire pour un essai en mer de 2 heures, mais le générateur principal a posé problème. Le générateur a été réparé et maintenant Seppel veut voir comment le navire se comporte. Le soleil se couche alors que le navire part et qu'une nuit d'hiver s'installe. Malgré l'obscurité, la nuit est calme, agréable, le ciel dégagé et la visibilité bonne. Le navire se dirige vers Galveston, Texas, après 3 mois d'immobilisation au chantier pour réparation et installation de nouveaux équipements. 6 officiers et 44 membres d'équipage sont à bord du navire. Lancé en 1943, le Blackthorn est un patrouilleur de la garde côtière américaine construit par la Marine Iron and Shipbuilding Company à Duluth, Minnesota. Le navire fait 55 mètres de long, 11 m de large et a un tirant d'eau de 4 martelmets. Il est équipé de radars modernes et de matériel de communication. Les navires comme le Blackthorn, appelé Boy Tender, ont été conçus pour entretenir aide à la navigation, bouées, balises diurnes et radiophares. Comme beaucoup de Boy Tender, le Blackthorn a servi à diverses autres missions. En 40 ans de service, le navire a été brise-glace sur les Grands Lacs et a mené des opérations de sauvetage, comme la recherche des survivants du crash d'avion. Le vol 470 de National Airlines, qui s'est écrasé dans le golfe du Mexique après avoir rencontré de fortes turbulences. Il a également aidé des navires en détresse et a participé à la recherche de survivants de l'ESSO Greensboro, qui est entré en collision avec le SO Suez dans un épais brouillard sur le Mississippi. Alors que le navire s'engage dans le chenal Sparkman, au nord de la baie de Tampa, l'équipage est probablement ravi de reprendre la mer. Il y a un nouveau capitaine à la barre, George Seppel. C'est la première fois qu'il commande un navire en mer. Pendant presque 5 ans, Seppel a occupé des postes à terre avec les gardes-côtes, et il est enfin de retour sur l'eau. Seppel a eu une longue pause, mais c'est un marin expérimenté, avant ses affectations à terre. Son expérience en mer inclut 16 mois comme premier officier sur un patrouilleur des gardes-côtes, 25 mois comme officier exécutif d'un navire et 16 mois sur 2 autres navires des gardes-côtes. Seppel, absent de la mer depuis 5 ans, doit seulement suivre un cours de remise à niveau sur le code maritime avant de commander le navire. 7 membres de l'équipage du Blackthorn, nouveaux dans les gardes-côtes, effectuent leur première mission en mer. Les membres d'équipage les plus expérimentés sont également restés à terre pendant la remise à neuf du Blackthorn. Lors de ce premier voyage en 3 mois, l'équipage du Blackthorn suivra une rotation modifiée. Du personnel supplémentaire est présent à la passerelle et en salle des machines en cas d'urgence. 4 hommes sont à la proue, prêts à mouiller les ancres. Et le poste de barre arrière est également occupé. La barre arrière est un mécanisme de direction secondaire sous le pont. 3 officiers de la navigation sur la passerelle tracent la position du navire et surveillent ce radar et relèvement visuel. En descendant le chenal Sparkman, Seppel aperçoit un paquebot russe, le Kazakhstan sur la droite dans le chenal Seden. Selon le rapport de la garde côtière sur cet incident, le Kazakhstan vient également de se mettre en route et il se dirige vers le sud. Sur une trajectoire convergente avec le Blackthorn avance à 12 nœuds et prend de l'avance sur le Kazakhstan. Le Blackthorn tourne dans le chenal Kutdy devant le navire russe après avoir dépassé la pointe Pindola. Et une fois qu'il est satisfait que le navire réponde normalement, le capitaine de corvette Seppel ordonne à l'officier en second, le lieutenant David Crawford, de prendre le contrôle du navire. Le lieutenant Crawford prend le commandement et Seppel descend sous le pont dans la salle des machines pour vérifier l'état du moteur du navire avec l'officier mécanicien. Pendant la navigation, l'équipe effectue des relèvements réguliers et informe l'officier de commandement. Personne n'est réellement chargé de tracer en continu la position du navire. Cela ne se produit que sur le Blackthorn lors de la navigation dans le brouillard. L'officier commandant navigue principalement à l'œil de marin. L'équipe de navigation recommande les moments pour changer de cap, mais aucun point estimé ni relèvement de changement de cap n'est reporté sur la carte. Ce sont des eaux familières pour les officiers et l'équipage.
La baie de Tampa est organisée en chenaux de navigation appelés Quetzalcoatl, Tondrata Ata Cuts, et l'officier commandant navigue d'un chenal à l'autre à vue. À l'intérieur des cuts, les chenaux atteignent une profondeur de 13 mètres, et à l'extérieur des cuts, la profondeur peut descendre jusqu'à seulement 4 mètres train. Cela correspond au tirant d'eau du Blackthorn. Le lieutenant Crawford utilise aussi des repères pour confirmer la position du navire dans le chenal. Alors que le Blackthorn commence son voyage vers l'extérieur, juste à l'extérieur de la baie de Tampa, le SS Capricorn se prépare à lever l'ancre et à entrer dans la baie. Le Capricorn est un pétrolier, presque exactement du même âge que le Blackthorn. En 1961, le Capricorn a été agrandi avec l'ajout d'une nouvelle section centrale. C'est un grand pétrolier de 184 mètres de long, 23 mètres de large et un tirant d'eau de 10 mètres C. La passerelle est à l'arrière du navire avec un gaillard d'avant surélevé. Il possède 2 ailes ouvertes qui s'étendent sur toute la largeur de la coque et l'équipage de la passerelle du navire a accès à des aides à la navigation moderne. Le Capricorn est ancré dans la zone de mouillage du Fairway, à l'extérieur du quai Egmont depuis 10h27 ce matin, après avoir voyagé pendant 4 jours depuis Saint-Crux aux îles Vierges. Le navire a besoin d'un pilote pour le guider dans la baie et ils sont à l'ancre, attendant leur tour pour avoir un pilote. Il est destiné à la Florida Power and Light Company, à la station de Weedon Island dans la baie de Tampa, avec une cargaison de plus de 150 et 1000 barils de pétrole. À 18h146, le SS Capricorn quitte le port à 12 nœuds dans le chenal d'Egmont. Le capitaine George McShea est le maître du navire et à bord, il a 9 officiers, brevetés 23 marins marchands, non brevetés et une personne supplémentaire qui ne fait pas partie de l'équipage. Après le départ du navire, l'ancre bâbord reste prête à être larguée à l'avant, côté bâbord, au cas où il faudrait ralentir rapidement sa vitesse. L'ancre de 6 tonnes est suspendue sur le côté du navire et est maintenue par son frein. L'ancre tribord est verrouillée en position. À 19h11, le pilote Harry Knight de Tampa Bay Ships prend le contrôle du navire. Pilote, Knight mettra à profit sa connaissance de la baie de Tampa pour guider le pétrolier en toute sécurité jusqu'à destination. Knight est un pilote expérimenté de la baie de Tampa qui a amené plus de 1000 navires tondant la baie et il a également piloté de nombreux autres navires vers la baie de Tampa. C'est la 3e fois que Knight embarque sur le Capricorn, il connaît donc bien ses manœuvres. Sur la suggestion du capitaine McShea, il augmente légèrement la vitesse du navire jusqu'à presque 14 nœuds. Il est probable qu'il se sente maître de la situation en faisant entrer le Capricorn dans le chenal Egmont. Knight lance un appel de sécurité générale sur le canal 13, utilisant sa radio portative pour annoncer la présence du Capricorn à tous les navires dans la zone. De retour sur le Blackthorn en descendant vers le sud dans la baie de Hillsborough à Tampa, il croise et dépasse le remorqueur PACB qui pousse une barge chargée vers le nord dans le chenal Cut U. Les 2 navires se contactent sur le canal 13 et conviennent d'un croisement bâbord à bâbord. Tout se déroule comme prévu, mais le Blackthorn ne bouge pas alors que les navires se rapprochent. Au lieu de cela, il maintient une position proche du centre du chenal, obligeant le passeur d'assistance à la conduite B à se déporter vers la droite. Ils se croisent avec moins de 12 mètres entre eux, ce qui n'est pas inhabituel pour les passages étroits de Tampa. Ensuite, le navire de passagers russe, le Kazakhstan, rattrape le Blackthorn après avoir accéléré depuis son départ. Alors qu'il le rattrape, le pilote du Kazakhstan, Gary Maddox, essaye de contacter le Blackthorn pour organiser un croisement. Il appelle à la radio, mais il n'y a pas de réponse. Et il doit réduire la vitesse du Kazakhstan pour éviter de s'approcher trop près. Finalement, Maddox parvient à joindre le Blackthorn sur le canal 13 et demande au navire de lui céder le passage. Sa demande est acceptée et le Kazakhstan, bien éclairé, passe dans les sections D et C. Le Blackthorn réintègre le chenal dans la section C après le passage du Kazakhstan. Et le lieutenant Crawford demande au lieutenant-commandant Seppel, qui est de retour sur la passerelle, s'il peut le relever du commandement du navire. Seppel, l'officier commandant, au lieu de prendre lui-même le commandement du navire, ordonne à l'enseigne John Ryan, l'officier de quart, de prendre le commandement à sa place. L'enseigne Ryan est l'une des nouvelles recrues de la garde côtière. Il a obtenu sa certification d'officier, de quart en mer en septembre 1979. C'est sa première affectation en mer.
Juste après 1955, le Blackthorn vire dans le chenal Cut A sous la direction de l'enzyme Ryan. À 20h00, le Capricorn passe devant le quai Egmont avec le phare du quai Egmont, un faisceau à tribord, puis se dirige vers le chenal de Mullet Key. Le pilote Knight voit le Kazakhstan apparaître en sens inverse. Il est à 7 ou 8 milles de là, à l'est du pont Sunshine Skyway, dans les environs du chenal Cut B. Au même moment, il reçoit également un appel radio d'un remorqueur appelé Ocean Star, qui pousse une barge chargée en direction du Capricorne. Dans le chenal de Mullet Key, le Capricorne entre dans le chenal de Mullet Key et Knight centre la position du navire dans le chenal sur la passerelle du Capricorne. Avec le pilote, Knight et le capitaine McShea se trouvent le troisième officier et le timonier, qui commencent leur quart de 20h00 à minuit. Le capitaine McShea et le troisième officier vérifient périodiquement le radar. Comme sur le Blackthorn, personne à bord du Capricorne ne trace la position du navire sur la carte. La navigation se fait principalement à l'œil du marin. Le pilote connaît les eaux et les points de repère. À 2h00, le matelot ordinaire O'Boyle remplace le veilleur à la proue du navire. Il travaille seul, équipé de jumelles. Ses instructions sont de ne signaler que les navires mal éclairés ou inhabituels. L'idée ce cas, c'est de garder la passerelle libre afin qu'elle ne soit pas submergée d'appels de routine. En relevant le précédent veilleur d'étrave, il est informé que l'ancre bâbord est prête à être mouillée. Le Capricorne rencontre le remorqueur, l'Océan Star, dans le chenal de Mullet Key. Ils se croisent près et peu après, Knight aperçoit le Kazakhstan qui sort du port. Le Kazakhstan est passé sous le pont Sunshine Skyway et navigue à plus de 14 nœuds. Knight voit le Kazakhstan tourner vers Mullet. Canal principal depuis la coupe A. À l'approche des navires, des communications radio sont établies entre les deux pilotes. Ils se croisent bâbord contre bâbord. Les deux pilotes passent sur la radio canal 77 pour continuer leur discussion en se rapprochant. Les deux navires se croisent à 15 mètres. Maddox, sur le Kazakhstan, s'excuse auprès de Knight de l'avoir trop serré. Après leur rencontre, Knight continue de parler avec Maddox. Sur le canal 77, il quitte l'aile bâbord de la passerelle et se rend à l'aile tribord de la passerelle pour chercher le Mullet Key. Feu d'alignement. Un feu d'alignement est un ensemble de deux feux, disposés à une certaine distance l'un de l'autre. Lorsqu'il navigue dans un chenal, le pilote Knight veut que les deux feux soient alignés, ce qui confirme que le navire est au centre du chenal. Si les feux ne sont pas alignés, alors le navire n'est pas dans l'axe du chenal. Le capitaine McShea suit Knight jusqu'à la timonerie et s'arrête au radar. Maintenant, Knight voit les feux de mât blanc et les feux de côté vert du Blackthorn, alors qu'il sort sur la même route que le Kazakhstan. À l'est du pont Sunshine Skyway, près du début du chenal Cut A. Le capitaine McShea sur le Capricorne surveille le radar et voit maintenant le Blackthorn, avec le veilleur d'étrave. O'Boyle aperçoit également le Blackthorn qui était bien éclairé et il n'y a rien d'inhabituel à son sujet, donc il ne le signale pas. Le pilote Knight remet sa radio portative sur le canal 13 et essaie de contacter le Blackthorn sortant. Il n'obtient aucune réponse. Il semble que le Blackthorn soit difficile à joindre par radio. Le Capricorne est le deuxième navire à avoir du mal à joindre le Blackthorn. Knight retourne dans la timonerie, se place juste à gauche de l'axe central du navire et observe le relèvement relatif du navire qui approche. Il essaie d'appeler à nouveau, mais encore une fois, il n'obtient aucune réponse. Knight doit maintenir le Capricorne dans le chenal en raison de son tirant d'eau important. Il atteint aussi son point de changement de cap entre les coupes et choisit de garder la trajectoire et la vitesse du Capricorne. La radio n'est pas le seul moyen de communication entre navires. Le capitaine ou le pilote du Capricorne peut aussi le faire retentir le klaxon. Un coup bref signalera qu'il propose un passage bâbord à bâbord, ce qui sied la convention pour se croiser dans un chenal. Mais Knight ne fait pas retentir le klaxon. Selon le rapport de la garde côtière, il explique plus tard qu'il ne voulait pas limiter les options de l'autre navire. À ce stade, il n'est pas tout à fait clair quelle direction le Blackthorn prendra après être passé sous le pont Sunshine Skyway. Après qu'il soit passé sous le pont, lorsqu'il se trouve entre le Capricorne et le pont. Le Blackthorn peut tourner à gauche dans la voie navigable intracôtière, une voie vers le sud d'environ 6 mètres de profondeur. C'est suffisant pour le plus petit Blackthorn.
Si le navire prend cette direction, il traversera le chenal devant le Capricorne. Sinon, il tournera à droite depuis là. Couper A dans le chenal de Mullet Key et dépasser le Capricorne selon une manœuvre classique bâbord sur bâbord. Autour. Cette fois, le Blackthorn semble avoir dépassé la bouée lumineuse 1A. Selon le rapport des gardes-côtes, le pilote Knight juge que le Blackthorn va passer devant le Capricorne et entrer dans la voie navigable intracôtière. Un témoignage indique que lorsque Knight observait auparavant le relèvement du navire arrivant en face, il se trouvait juste à tribord avant. Cela indique qu'il va vers la voie navigable intracôtière, donc les navires se croiseront tribord contre tribord à la sortie du Blackthorn du chenal. Le capitaine McShay a également observé l'évolution de la situation. Il s'inquiète du manque de contact radio et il essaie aussi d'évaluer la situation. Il quitte le radar, s'approche de Knight et dit « Qu'est-ce que ce type essaie de prouver ?» Le pilote Knight reste impassible et ne réagit pas. Il pense qu'il est possible que le navire qui approche parte pour entrer dans la voie navigable intracôtière. La proue du Capricorne arrive à hauteur de la balise lumineuse 2A. Le Capricorne doit bientôt commencer son virage dans le chenal Cut A, sinon il risque de s'échouer sur la banque du sud-est. Le pilote Knight juge qu'un croisement bâbord sur bâbord est impossible, alors il met 10 degrés à gauche au gouvernail et donne 2 brefs coups de sifflet. C'est le signal maritime standard pour indiquer son intention de croiser le Blackthorn tribord sur tribord. Le capitaine McShay semble être arrivé à la même conclusion que Knight, bien que son avis sur les mouvements du Blackthorn reste incertain, et il ne s'oppose pas aux actions du pilote. O'Boyle, à la proue du Capricorne, veut signaler le Blackthorn à la passerelle, mais il entend alors 2 coups de sifflet provenant de l'air derrière lui. Sachant que les hommes sur la passerelle ont vu le navire approcher, il ne passe pas l'appel. Le Blackthorn ne répond ni avec sa corne ni par radio. À l'approche du pont Sunshine Skyway, le lieutenant Crawford remonte sur la passerelle depuis le pont inférieur. Il est sur l'aile bâbord de la passerelle. Avec le lieutenant-commandant Seppel et l'enseigne Ryan, Ryan fait passer le Blackthorn sous le pont Sunshine Skyway. Juste à droite du feu de navigation vert situé sous le pont pour marquer la ligne centrale du chenal Cut A. Le lieutenant-commandant Seppel entre alors dans la timonerie, regarde le radar et voit un grand écho-radar à l'est du chenal Mullet Key, garçon 15. Il regarde devant lui et voit les lumières vives du Kazakhstan sur le même relèvement relatif que l'écho-radar. Il semble, d'après le rapport des gardes-côtes, qu'il pense que l'écho-radar est le Kazakhstan. Pensant qu'il n'y a aucun danger, il arrête sûrement de surveiller le radar et va consulter la carte pour se remettre en tête l'itinéraire. Sur la ligne de route après Egmont Quay, peu de temps après que le Blackthorn ait franchi le pont Sunshine Skyway, le lieutenant Crawford aperçoit le Capricorne. Il demande à l'enseigne Ryan s'il a parlé à la radio. Avec un navire dans la même zone que le Kazakhstan juste devant dans le chenal de Mullet Key, Ryan répond qu'il ne l'a pas fait. Il demande au lieutenant Crawford de contacter le navire sur le canal 13 pour se concentrer sur le suivi de ses mouvements. Le lieutenant Crawford appelle le navire entrant à la radio et, selon le rapport de la garde côtière, il entend une réponse brouillée, suivie clairement des mots « Je quitte la zone de mouillage, je ne serai pas dans votre chemin ». Le lieutenant Crawford déclarera plus tard que le capitaine de corvette Seppel, à la table des cartes, lui ordonne de répondre « Reçu » à la transmission. Le capitaine de corvette Seppel nie avoir donné l'ordre et aucun témoin ne se souvient de l'échange. Le capitaine de corvette Seppel entend clairement l'appel radio de Crawford, ce qui l'alerte à la présence d'un autre navire, en plus du Kazakhstan. Il ressort du rapport des gardes-côtes que Crawford a confondu une conversation entre l'Ocean Star et le Kazakhstan avec une réponse à son appel au Capricorne. L'Ocean Star informe le pilote Maddox au Kazakhstan qu'il traverse le chenal pour entrer dans l'ancrage à l'est du quai Egmont et qu'il sera hors de sa trajectoire et lui laissera suffisamment d'espace en mer. Anzim. Ryan à bord du Blackthorn relève la position du navire approchant. Il vérifie le radar puis prend un second relèvement sur le navire entrant. Il détermine qu'il passe de droite à gauche devant eux. Il se retourne ensuite et prend un relèvement sur le feu de jalonnement cuté derrière eux. C'est le même relèvement qu'il a déjà pris.
Cela confirme que le Blackthorn avance en ligne droite et que le Capricorn se déplace de droite à gauche devant eux. L'enzyme Ryan n'a rien entendu du lieutenant Crawford et il suppose qu'il a réussi à organiser un croisement bâbord sur bâbord. Ryan amorce le virage à droite du Blackthorn pour rejoindre le chenal de Mullet Key. Il vire tôt pour laisser plus d'espace au navire arrivant en face. Il ordonne au timonier de virer à droite sur 263 degrés, qui est le cap compas pour le chenal de Mullet Key. Ryan ne donne pas le signal maritime standard, un court coup de sifflet pour indiquer qu'il a l'intention de croiser bâbord sur bâbord. Selon le rapport des gardes-côtes, une règle non écrite sur le Blackthorn veut qu'aucun signal au sifflet ne soit donné si un croisement a été convenu à la radio. La logique est que les coups de sifflet pourraient embrouiller les autres navires dans la zone. Le Blackthorn vire seulement 5 à 10 secondes après que le Capricorn commence sa manœuvre, puis le pilote Knight sur le 20 degrés à gauche. Le Capricorn a déjà amorcé sa manœuvre, donc ce virage de 20 degrés vise sûrement à accroître la distance entre les deux navires. On ignore si Knight sait que les navires vont entrer en collision, mais le capitaine McShee sur le Capricorn aperçoit la distance. Les lumières du navire qui approche s'alignent rapidement. Les navires d'une certaine longueur ont 2 feux blancs, un plus bas à l'avant du navire et un plus haut vers l'arrière. Si les feux s'alignent de sorte que vous puissiez en voir un au-dessus de l'autre, cela signifie que le navire navigue directement vers vous car ils forment une ligne droite. Maintenant, Knight ordonne de virer brusquement à gauche, probablement dans une tentative d'éviter une collision. Il déclenche le signal de danger en voyant que les 2 navires vont entrer en collision. Le chef mécanicien du Capricorn ouvre la porte tribord avant de la passerelle pour sortir prendre l'air. En sortant, il entend le signal de danger du Capricorn et voit le Blackthorn sur le point d'entrer en collision avec son navire à l'avant-bâbord. Il descend en courant à la salle des machines et dit au premier assistant mécanicien de répondre immédiatement à toutes les sonneries. Cela signifie que la salle des machines doit être prête à recevoir les ordres et à les exécuter immédiatement. Pendant la manœuvre du Blackthorn, le lieutenant-commandant Seppel monte sur l'aile bâbord de la passerelle et voit pour la première fois le Capricorn arriver en face. Il crie « D'où il sort, bordel !» Il entend les signaux de sifflet du navire qui arrive en face et crie à Ryan « À droite, toute la barre !» Les 2 navires se dirigent l'un vers l'autre. Personne ne peut empêcher la collision, Seppel crie « Préparez-vous à la collision !» Ensuite, il se dirige vers les commandes et met les moteurs en marche arrière totale pour ralentir le navire autant que possible avant la collision. Le Capricorn et le Blackthorn entrent en collision à 20h21 étrave bâbord contre étrave bâbord, presque de face, entre 5 et 15 secondes après que le Capricorn ait donné son signal de danger. Tous les membres de l'équipe d'ancre du Blackthorn, sauf un, se précipitent dans de la proue vers le pont de la bouée. Le matelot Michael Rod, qui utilise le casque radio, n'arrive pas à décrocher le casque à temps et se retrouve piégé à la proue. Il y a un énorme impact, et le Blackthorn est immédiatement poussé sur une gîte tribord d'environ 15 degrés. Il roule ensuite sur bâbord et se stabilise avec une gîte bâbord d'environ 5 degrés. Le Capricorn arrête immédiatement son moteur. Les 2 navires glissent l'un contre l'autre, touchant le côté bâbord du Capricorn. L'ancre prête à être larguée racle le flanc du Blackthorn. Elle transperce la coque du Blackthorn et déchire une énorme entaille le long du flanc du navire. Les freins de la chaîne de l'ancre lâchant sous le poids du Blackthorn qui tire dessus. Finalement, l'ancre s'enfonce dans le vestiaire de douche du Blackthorn. Ensuite, le Capricorn doit effectuer une manœuvre d'évitement pour éviter de percuter le pont Sunshine Skyway. Knight ou McShee passe les moteurs en marche arrière, maintient le gouvernail à bâbord et cherche à échouer sur le côté nord de la Cooper. Le navire tourne toujours à gauche et ralentit progressivement. Maintenant, il remorque le Blackthorn, poupe en avant, avec l'ancre. Il tire le Blackthorn, mais la chaîne de l'ancre continue de se dérouler. O'Boyle, à la proue du Capricorn, regarde la chaîne se dérouler, jusqu'à ce qu'un nuage de poussière rouillée provenant de la chaîne brouille sa vision. Cette situation doit être un vrai choc pour tout l'équipage du Blackthorn, surtout les nouvelles recrues. Non seulement le navire est entré en collision avec un pétrolier beaucoup plus grand, mais il gîte aussi et est tiré en arrière, hors de tout contrôle. Environ 20 membres d'équipage hors service se rassemblent sur le pont du mess du navire, l'endroit habituel de rassemblement de l'équipe de lutte contre les avaries. Ils attendent d'entendre des instructions. Personne ne s'attendait à cela seulement 2 heures après avoir quitté le quai.
Les 3 hommes dans le compartiment arrière de direction se précipitent sur le pont, verrouillant la trappe derrière eux. L'équipage sur le pont de repos est paniqué et confus. Plusieurs nouvelles recrues, en mission pour la première fois avec les gardes-côtes, restent figées sous le choc. Ils ne sont probablement pas familiers avec les événements en mer, encore moins avec une situation dangereuse comme celle-ci. Certains se rendent au tableau d'affichage dans le passage tribord, à côté du carré, pour vérifier leurs affectations en cas de collision en mer. Il semble que la plupart des membres d'équipage ne sachent même pas où aller. Le maître d'équipage Bartel essaie de prendre les choses en main. Il ordonne à l'équipage du pont du Metz de passer en conditions zèbre, donc de fermer toutes les portes étanches, trappes et hublots. Il ordonne aussi d'évacuer le matériel de contrôle des avaries et que le personnel rejoigne ses postes. La chaîne d'ancre du Capricorne est attachée à l'ancre coincée dans le Blackthorn. Alors que la chaîne se déroule depuis le Capricorne, les navires se séparent et commencent à dériver l'un de l'autre. La chaîne d'ancre continue de se dérouler et la distance entre les navires s'agrandit. 2 officiers trouvent le membre d'équipage Bruce Lafont nu et blessé dans le couloir principal du pont bâbord. Il est choqué et tente de leur parler d'une ancre dans la douche. Il a été frappé par l'ancre lorsqu'elle a traversé la coque du navire. Un officier se rend dans la zone de la douche pour examiner les dégâts et il trouve l'ancre du Capricorne coincée sur le flanc du navire. Sur la passerelle, le quartier-maître lance un appel Mayday à la radio sur le canal 16. Il parvient à joindre le groupe garde-côte de Saint-Pétersbourg à 20h22. 1 minute après la collision, il demande quel est l'état des dégâts et le quartier-maître répond « Portrait en attente. Personne ne sait vraiment ce qui se passe et aucune autre transmission ne vient du quartier-maître du Blackthorn. Gary Crumney va à la salle des cartes chercher les gilets de sauvetage gonflables pour l'équipage de la passerelle. Il ne revient jamais. Sur la passerelle, le lieutenant-commandant Seppel demande à l'officier au poste de navigation, où se trouve le banc de sable ou les eaux peu profondes les plus proches. Il prévoit probablement d'échouer le navire avant qu'il ne coule. Le banc de sable le plus proche est Mulet Cay Shoal, au nord. Seppel arrête les moteurs, passant de marche arrière tout à l'arrêt. Il n'est pas clair ce qui se passe ensuite sur la passerelle. La situation doit être un énorme choc pour l'équipage. S'ils ferment toutes les portes étanches et conduisant le navire en eau peu profonde, ils pourront peut-être le sauver. Les 2 navires se sont éloignés et le Capricorne a ralenti. La chaîne attachée à l'ancre, qui est toujours coincée dans la coque du Blackthorn, se détend. Alors que les 2 navires s'éloignent l'un de l'autre, la distance qui les sépare remet la chaîne d'ancre entièrement déroulée sous tension. Le Blackthorn gîte soudainement sur bâbord. Tout le navire est tiré à travers l'eau. Le lieutenant-commandant Seppel crie « Abandonnez le navire !» Personne n'a le temps de donner l'ordre par le système de sonorisation du navire alors que le bâtiment se renverse sur son flanc gauche. Les générateurs de service du navire s'arrêtent en rond. Toutes les lumières s'éteignent à bord et le navire est plongé dans l'obscurité. L'équipage sur le pont du Metz se disperse partout. Le maître d'équipage Bartel essaie d'atteindre le canot tribord pour le mettre à l'eau. Mais à son arrivée, le Blackthorn a déjà chaviré et le canot de sauvetage ne peut être mis à l'eau. Ils sont peut-être déjà sous l'eau ou l'inclinaison du navire complique trop la tâche. Je ne peux pas le dire exactement. Plusieurs hommes ayant atteint le côté tribord du navire grimpent sauter sur la coque et la quille. Alors que le navire se retourne complètement, un opérateur radio n'arrive pas à se libérer de son casque et il est entraîné sous l'eau lorsque le navire chavire. Il est entraîné sous l'eau, mais il parvient à couper la sangle du casque, à se libérer et il remonte à la surface. William Flores, apprenti marin, tente de distribuer des gilets de sauvetage aux hommes à l'eau. Il n'est sorti du camp d'entraînement de la garde côtière que depuis 1 an. Au lieu d'abandonner le navire, il va au casier à gilets de sauvetage et en sort pour l'équipage. Voyant peut-être que le navire est en train de couler, il bloque aussi l'écoutilleux des gilets de sauvetage avec sa ceinture, ce qui permet aux gilets de flotter à la surface après le naufrage du navire. Il est à son poste lorsque le Blackthorn coule. Pendant ce temps, une vingtaine de membres de l'équipage se trouvent sous le pont, dans ou près du carré. Le Blackthorn chavire vite, des hommes toujours à l'intérieur. Le matelot apprenti Michael Gray et le matelot Rode font partie de l'équipage présent dans le carré.
Le matelot Rod se tient sur la cloison bâbord et parvient à ouvrir puis à maintenir au-dessus de sa tête la porte étanche de 130 livres. Pendant que ses 2 compagnons s'échappent, il parvient ensuite à s'échapper lui-même alors que l'eau commence à s'engouffrer par la porte. Un technicien cherche des membres d'équipage piégés dans le quartier des couchettes quand le navire chavire. Il monte l'échelle tribord, tandis que l'eau envahit le couloir et inonde le quartier des couchettes. Il atteint le sommet de l'échelle, sort, puis un flot d'eau le projette dans le carré renversé. Il nage ensuite par la porte étanche tribord vers le pont des garçons, où il s'échappe. La plupart des membres du carré de l'équipage sont toujours présents et ne trouvent pas de sortie. Alors que le navire chavire, le matelot apprenti Warren Brewer grimpe dans la salle des machines par une écoutille située sur le carré de l'équipage. Il éclaire avec une lampe torche à travers l'écoutille et crie « J'ai trouvé une sortie, j'ai trouvé une sortie ». Les autres membres de l'équipage, toujours piégés dans l'obscurité totale alors que le carré de l'équipage se remplit rapidement d'eau, se précipitent vers lui et l'écoutille. Ils commencent à grimper par l'écoutille pour entrer dans la salle des machines. L'apprenti matelot Gray, présent au carré de l'équipage, estime que la salle des machines n'est pas la sortie. Il convainc 2 membres d'équipage de ne pas suivre Brewer et les autres hommes. Il les conduit sous l'eau jusqu'à la porte tribord, puis les fait sortir sur le pont des embarcations. Alors qu'ils s'échappent du carré, les 3 hommes se séparent. Gray refait surface seul sous le pont des embarcations retournées. Il s'échappe et a bien fait de ne pas suivre les hommes dans la salle des machines. Aucune issue depuis la salle des machines. Il raconte à Seppel, accroché au flanc du navire, ce qui s'est passé. Ce n'est pas clair dans le rapport ce qu'il dit exactement à son capitaine, mais il lui dit probablement qu'il y a des hommes piégés sous le pont. Constatant que le navire prend l'eau et risque de couler, le lieutenant-commandant Seppel ordonne à Gray de ne pas retourner sur le pont inférieur. Il lui dit de plonger sous le bœuf et de s'éloigner du navire, ainsi que de l'aspiration que le navire créera en coulant. Les 2 hommes qui ont suivi Gray ne parviennent pas à sortir de sous le pont. Des plongeurs retrouvent plus tard le corps d'un homme sur le pont des garçons, où il est coincé entre la cloison et d'autres équipements. On ne sait pas ce qui est arrivé à l'autre homme. Dans l'eau, plusieurs membres de l'équipage du Blackthorn se sont regroupés autour de la cabine du gaillard arrière, flottant près du navire. Le maître principal Miller essaie de les organiser. Il ordonne aux hommes assis sur le navire retourné de descendre dans l'eau et de mettre leur gilet de sauvetage. Il s'attend probablement à ce que le Blackthorn coule. Il veut que les hommes soient hors de danger au cas où le navire chavirerait ou tanguerait. Il ordonne à tout le monde de se rassembler autour de la cabine du gaillard arrière, pendant qu'ils attendent les secours. Le technicien Nissel et le quartier-maître Clutter amènent un chef officier marinier, Jack Roberts, à la cabine du gaillard arrière. Il est inconscient mais vivant. Alors que les hommes dans l'eau se rassemblent et essaient de comprendre la situation, le Blackthorn chavire complètement puis coule en quelques minutes après la collision. 23 hommes sont encore à bord, dont 5 lors de leur premier jour en mer. Pendant ce temps, la proue du Capricorne s'est échouée sur le côté nord du chenal Cut A, à 730 mètres de la jonction entre le chenal Mullet Key et le chenal Cut A. Il ne subit que des dommages mineurs. L'ancre du Capricorne se détache du flanc du Blackthorn et repose au fond du chenal. Le Bayou, un bateau de crevettes situé derrière le Blackthorn dans le chenal Cut A, arrive en quelques minutes et commence à secourir les survivants. Le Bayou récupère rapidement 23 survivants. Le temps entre l'appel du Blackthorn à la garde côtière et son naufrage n'est que de quelques minutes. Et le groupe Saint-Pétersbourg ordonne l'envoi d'un canot de sauvetage sur les lieux à peu près au moment où le navire coule. 5 autres petits bateaux de la garde côtière sont aussi envoyés. Un navire de la garde côtière arrive à 20h52 et sauve 4 survivants. Le corps sans vie de l'adjudant Roberts est récupéré dans l'eau où Nissel, Clutter, Bartel et Miller l'ont soutenu. Il est amené à bord et Bartel tente de le réanimer, mais Roberts est mort. Tous les survivants sont ensuite emmenés à Mullet Key par le Bayou et le navire de sauvetage des gardes-côtes. Ils sont confiés au secours et au personnel d'urgence à terre. Un canot du Capricorne fouille la zone 2 heures avec 2 hélicoptères des gardes-côtes. Des plongeurs civils, des unités de recherche et de sauvetage du collège Eckert arrivent sur les lieux environ 2 heures après l'accident. Ils plongent jusqu'au Blackthorn pour chercher des survivants. Ils sont peut-être gênés par les courants. Ils n'arrivent pas à pénétrer dans le navire coulé. Ils ne trouvent aucun survivant.
Des plongeurs en casque lourd de Coastal Diving and Marine Construction à Tampa arrivent sur les lieux le lendemain à 05 heures. 00. Ils entendent des débris heurter aléatoirement l'intérieur de la coque, tandis que le navire roule sous l'effet de la houle qui passe au-dessus, ce qui indique qu'il est rempli d'eau. 3 corps sont retrouvés sur ou autour du navire. Aucune poche d'air ni aucun survivant ne sont découverts. Des plongeurs récupèrent 2 autres corps sur le pont inférieur du Blackthorn plus tard, le 29 janvier, soit un jour après l'incident. L'un de ces corps est celui de Bruce Lafonde, qui a été frappé par l'ancre dans le vestiaire des douches. La recherche de survivants par les gardes-côtes s'achève le 30 janvier. Les 3, 5 et 6 février, des corps isolés ont été retrouvés dans un rayon de 8 km du lieu de l'accident. Le 19 février, le Blackthorn a été remonté du fond du chenal. 14 corps ont été récupérés à l'intérieur de l'épave. 13 de ces corps ont été retrouvés dans la salle des machines du navire. Le Blackthorn n'a pas pu être renfloué. Il a été transporté à 20 miles au large dans le golfe du Mexique et coulé comme récif artificiel. 23 hommes ont perdu la vie. Flores, qui avait attaché le gilet de sauvetage et bloqué la trappe avec sa ceinture, s'est noyé en coulant avec le navire. 20 ans après la collision, Flores a reçu à titre posthume la médaille de la garde côtière, la plus haute distinction de ce service pour héroïsme en temps de paix.